Du 19 au 25 août 1944, dans la capitale, le cœur est à la fête. On escalade des chars, on s'embrasse. Paris célèbre sa libération et la fin de 4 années d'occupation. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sauf qu'à bien regarder les images des actualités de l'époque, une chose peut sembler étonnante. Il n'y a aucun combattant noir. Comme s'il n'y avait pas eu de combattants noirs dans cette 2e division blindée, la colonne de chars du général Leclerc, chargée de libérer Paris. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le blanchiment, comme nous l'explique Raphaël Scheck, professeur d'histoire moderne de l'Europe au Colby College. Ça veut dire de retirer du front les soldats noirs, surtout les soldats venus des colonies françaises au sud du Sahara. On les remplace avec des soldats blancs, parfois quelques nord-africains, mais surtout des soldats blancs métropolitains ou de la population européenne de l'Afrique du Nord. Et c'est justement ce qui est arrivé à la division Leclerc, la 2e DB. C'est devenu un peu une division d'élite de l'armée de la France libre qui se composait d'ailleurs très fortement de Noirs. Ils doivent alors choisir entre être démobilisés ou rejoindre une unité d'infanterie, la 1re division française libre. Durant l'été 1943, la 2e DB ne compte plus qu'un soldat noir, Claude Madembassi. Cette photographie, prise à l'automne 1944 à Cornimont, dans les Vosges, est l'unique image d'archive qui témoigne de l'épisode méconnu du blanchiment des troupes coloniales. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France est la seule puissance coloniale à faire appel à des soldats africains pour défendre son territoire. Première arme inédite. Le Stuka va faire parler de lui. Lorsque l'armée française s'effondre, ce sont les éléments des tirailleurs sénégalais qu'on met sur le plan de la Somme, de la loi, en leur disant il faut tenir sans esprit de recul. Et ils tiennent. Et ils tiennent. C'est ça d'ailleurs qui va décupler la haine des Allemands envers eux. En juin 1940, le général de Gaulle raconte dans ses mémoires qu'il attend dans son bureau, un peu comme moi je peux attendre pendant mes heures de bureau, il attend que les gens frappent à sa porte, il dit voilà, je pars déjeuner, si à tout hasard quelqu'un frappe, faites-moi signe. On ne peut pas dire qu'il ait été envahi de volontaires de la première heure. J'ai des raisons d'affirmer qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, allait devenir le centre de la résistance africaine. Le chef des Français libres voit défiler devant lui l'armée qui, d'Afrique, ira délivrer la métropole. Ces tirailleurs vont faire preuve d'une capacité d'adaptation, pour ma part, que j'estime assez incroyable. Une adaptation imposée par un difficile effort de guerre qui nécessite en Afrique équatoriale française toujours plus de matières premières, bois, métaux, caoutchouc, et une main-d'œuvre qui travaille dans des conditions très pénibles et archaïques, et que la France libre met à disposition des Alliés. Difficile de parler d'esclavagisme à proprement parler, surtout qu'il n'y a pas de traite négrière dans ce sens-là. Néanmoins, nous sommes dans des pratiques de travail forcé, très certainement. Donc je dirais que pour les populations africaines, la période de 1940 à 1943 a été difficile.
1942, les Alliés perdent l'Extrême-Orient qui fournissait au monde la presque totalité du caoutchouc naturel. La bataille du caoutchouc allait se livrer. Dans le combat, l'AEF répondait « présent ». Une escalade de 30 mètres, quelques coups de hache, et le serpent n'est plus qu'un vulgaire cadre. On l'étend, on le saigne, on le tronçonne, afin d'en exprimer tout le sucre. Traité par une décoction acide de feuilles, le latex se coagule. On en fait alors des crêpes plates que l'on met à sécher soigneusement à l'ombre. Le caoutchouc ainsi obtenu est d'une très bonne qualité. Cela impliquait des pratiques extrêmement violentes, depuis le viol en passant par l'assassinat pur et simple, pour les gens qui n'auraient pas apporté leur quota de caoutchouc aux autorités. En route pour l'usine. Le latex, ici blanc comme crème, passe de cuve en cuve. La feuille recueillie est lavée à grande eau et amenée par des rigoles d'aluminium dans une série de laminoirs. Elle est essorée, pressée, coupée, puis séchée et brunie au feu de bois. Les 10 tonnes de caoutchouc pur livrées chaque jour par cette exploitation deviendront entre les mains des Alliés 100 tonnes de caoutchouc industriel. Donc le caoutchouc, en quelque sorte, est emblématique de cette économie d'extraction qui était l'AEF et le Cameroun. Et donc, ces populations, leur expérience va être transformée puisqu'elles vont être intégrées à une économie de guerre véritablement mondiale. Le caoutchouc qui va être puisé là va servir aux pneus des Spitfire britanniques. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Sans le ralliement de l'Afrique équatoriale française en 1940, la France n'aurait pas été libérée par De Gaulle. Leclerc est nommé par le général De Gaulle commandant supérieur des troupes de tirailleurs sénégalais du Tchad. Et la correspondance du colonel Leclerc nous renseigne très précisément sur ce que sont les forces françaises libres, africaines aux 2/3 quant aux hommes. L'objectif, c'est de grignoter du terrain et aussi de viser des objectifs importants également pour les Britanniques. Et c'est ainsi que Leclerc s'attaque à cet objectif qu'il a fixé fin 1940 de Koufra. La forteresse réputée imprenable de Koufra tombe grâce aux efforts des troupes africaines de Leclerc. Koufra est une victoire militaire de Leclerc et de ses hommes, la première victoire de la France libre. Mais c'est avant tout un symbole qui lance les forces françaises libres dans la guerre. Les victoires se succèdent. Campagne de Libye, bataille de Bir Hakeim, bataille d'El Alamein. Partout, les forces françaises libres sont victorieuses et s'arment sur le tas en récupérant le matériel de l'ennemi allemand ou italien. Mais en dépit des prises de guerre, l'armée de la France libre reste sous-équipée, comptant davantage sur les hommes que sur le matériel, malgré sa jonction avec l'armée britannique. Tandis que les Américains ont débarqué 10 jours plus tôt sur les plages de Normandie, la première armée française se lance le 17 juin 1944 à la conquête de l'île d'Elbe, verrou stratégique en Méditerranée. Une bataille au cours de laquelle s'illustre particulièrement la 9e Dique.
Là, c'était pas la rigolade, là. Les Allemands nous attendaient. Ils ne dormaient pas. Hein. C'était une vraie forteresse à Lille. Ils nous attendaient, et puis bon, on a combattu. Ça a été très très dur. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de mines. Beaucoup de camarades sont tombés, ils ont sauté sur les mines, et beaucoup sont tués au débarquement. La bataille fait environ 300 morts côté français, tandis que 500 soldats allemands périssent et que 2000 sont faits prisonniers. Le 19 juin 1944, l'île est conquise. En 52 heures à peu près, ça a été liquidé. Mais ça a été très 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 dur. Ils se sont bien défendus, mais on était plus forts. Cette victoire décisive est à peine célébrée que déjà 350 000 soldats, dont 250 000 dans les rangs de la première armée, se lancent à l'assaut de la France et débarquent en Provence à partir du 15 août 1944. Là, c'était la bataille. Les Allemands étaient là, ils dominaient, ils étaient à la hauteur. Et vraiment, il y a eu beaucoup de pertes africaines. Beaucoup. Et français d'ailleurs. Les Allemands ne se sont pas laissés faire. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un général qui ne voulait pas se rendre. Je pense, je ne sais pas comment c'est arrivé à la négociation, pour leur dire que s'ils ne cédaient pas, que les tirailleurs allaient les démolir. Parce qu'on leur a fait croire qu'on coupait leur tête, etc. Alors finalement, ils se sont rendus. Le libérateur, et puis après, le libérateur, il doit continuer. Il faut qu'ils prennent le village d'à côté, la ville, il faut qu'ils remontent la vallée du Rhône, il faut qu'ils prennent Lyon, qu'ils se dirigent vers l'est de la France. Donc finalement, le contact à ce moment-là entre les troupes de la Libération et la population française est extrêmement léger, extrêmement mince. La progression de l'armée française est fulgurante, bien plus rapide que dans les prévisions les plus optimistes des états-majors alliés. Bientôt, les tirailleurs sénégalais et leurs camarades se retrouvent bloqués dans le Jura et les Vosges, où les Allemands se sont regroupés pour organiser la défense du Reich. Vous ne savez pas ce que c'était de la neige. Vous ne savez pas. On a été surpris quand on est venu et qu'on a vu cette neige-là, qu'on a vu ce froid. On était vraiment très étonnés. Hein. On était dans la boue, moi et mes compagnons, parce qu'on couchait dans les granges pour pouvoir se protéger. On attendait les ordres, soit pour le quotidien, soit pour rester là. On attendait les ordres, c'est tout. Et les ordres qui sont arrivés, c'était le blanchiment. L'argument de l'époque, c'est de dire c'est le froid. Les soldats africains ne peuvent pas tenir le froid, etc. Pourquoi les soldats africains et pourquoi pas les soldats nord-africains qui sont peut-être quand même pas plus résistants, etc. Donc en fait, c'est une manière de cacher quelque chose. On donne le prétexte du froid. Aussi bien les journaux de marche et des opérations que les rapports des autres officiers français de l'armée ne donnait aucune explication vraiment valable des raisons de ce blanchiment. C'était toujours le problème de climat et tout. En fait,
La véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. On a effectivement de jeunes résistants qui se sont engagés dans les rangs de l'armée, qui sont acheminés dans le nord-est de la France et qui vont remplacer poste pour poste des tirailleurs sénégalais qui sont au front, qui sont en ligne, qui sont dans le trou de combat avec des soldats allemands à 200 mètres en face d'eux. Et comme l'armée française manque de tout, à ce moment-là, quand on les remplace, il faut aussi récupérer leur armement, leur uniforme, leur équipement. Donc, entre guillemets, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Chez nous, dans notre section, c'était le matin qu'ils sont venus. Alors les officiers étaient là, c'était une petite cérémonie. Moi, je donnais que ma carabine que j'avais. J'ai donné à un jeune. On était une dizaine qu'on ne se connaissait pas, une dizaine comme moi. Et il y a des Sénégalais, chacun avait un Sénégalais devant lui. C'est-à-dire un grand monsieur par rapport à nous. Et le Sénégalais s'est déshabillé en gardant le caleçon long. Nous, on a enlevé notre petit truc civil et on a remis le pantalon, etc. Du Sénégalais. On ne voyait plus nos mains. Durant quelques semaines d'octobre et de novembre 1944, entre 15 000 et 20 000 tirailleurs sénégalais de la première armée sont blanchis, remplacés au front par des FFI, des résistants des forces françaises de l'intérieur. Ce qui est terrible, on leur retire leur tenue donnée par les Américains. On leur retire leur tenue qu'on donne à des jeunes FFI. C'était en 20 ans. N'ont aucune expérience, n'ont même pas de formation. Beaucoup d'officiers qui étaient responsables de ces tirailleurs sénégalais ont exprimé leur inquiétude. Ainsi, le général Brosset se plaint auprès du général Delattre. Blanchi, ma division sera très loin de sa valeur antérieure. Il est effectivement curieux de noter que, au moment où la France n'est pas entièrement libérée, on choisit de se priver de troupes aguerries, combattantes, efficaces. Et c'est ce qui fait aussi que le blanchiment est paradoxal et presque inexplicable d'un point de vue strictement tactique et stratégique. Septembre est frais, octobre est froid, et le tirailleur noir, magnifique combattant au soleil doux, se recroqueville. Il faut le renvoyer au soleil du midi, il faut blanchir la division. Et le miracle s'accomplit de 8000 jeunes engagés ignorant toute la guerre qui viennent relever en ligne, au contact de l'ennemi, leurs frères de couleur vaincus par la neige. Le prétexte du froid et la nécessité de l'amalgame des FFI à l'armée de la Libération ne semblent pas être les seules motivations du blanchiment. Un document à destination du général Delattre affirme en effet: Il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique en saison froide, mais aussi par suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes. C'est surtout une question de prestige. On craint que le soldat colonial n'accède à la femme européenne et que, par ce biais-là, le prestige de l'Européen, le prestige du colonisateur en soit considérablement affaibli. Il y a ce tabou de la femme blanche, c'est-à-dire qu'avoir accès à la femme blanche, entre guillemets, c'est porter atteinte à l'ordre colonial. Rapatriés en train, ils arrivent fin 1944 sur la Côte d'Azur, en attente d'un retour définitif vers l'Afrique. Ils sont restés, on les a fait lanterner ici pendant des mois, sans leur payer leur solde, dans des conditions épouvantables. Certains dormaient à même le sol, dans des camps à même le sol, c'est-à-dire que même pas de la paille, pendant
pendant des mois. Et c'est une des raisons des révoltes, des tensions, disons, qui ont lieu à l'hiver 44-45. C'est que les hommes attendent, il n'y a pas de bateau, c'est pas la priorité. Hein. C'est pas la priorité, donc ils attendent des mois et des mois. Tout cela va causer, va être à l'origine finalement de révoltes parmi ces troupes qui vont intervenir, de refus d'obéissance, de mutinerie et qui vont être extrêmement graves dans le sud de la France. Après avoir été presque oubliés dans les camps de transit, les soldats africains sont lentement rapatriés vers l'Afrique. Si lentement que certains attendent leur bateau jusqu'en 1947. Le 1er décembre 1944, au camp militaire de Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, au Sénégal, des centaines d'anciens prisonniers africains des fronts de Stalag réclament les primes qui leur sont dues. Des revendications réprimées dans le sang par les autorités françaises locales, qui font plusieurs dizaines de victimes. Ils ont tout juste demandé leur indemnité pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont eu la mort. La France a vite oublié le concours qu'avaient apporté les troupes africaines à sa libération. Et on doit bien avouer que le tirailleur sénégalais libérateur a été un petit peu oublié. La preuve, c'est un peu ce monument à l'armée noire érigé sur le front de mer à Fréjus, à un endroit où a eu lieu le débarquement de Provence. Et les tirailleurs qui sont là statufiés, ce ne sont pas des tirailleurs de 1944, ce sont des tirailleurs de 1940 ou de 14-18. Donc le tirailleur sénégalais de la libération, le tirailleur blanchi, est un peu le parent pauvre de cette politique mémorielle française.